Ministre, je vous invite à poursuivre. Je crois que c'était vous qui étiez... Alors, désolé pour la suspension. Les travaux de la Chambre requéraient qu'on aille voter. On parlait de la résidence permanente et les conditions grevant la résidence permanente. Ce qu'on disait, c'est que dans l'état actuel du droit, il fallait que le fédéral adopte un règlement, mais que la législation fédérale le permettait de donner ce pouvoir-là aux provinces. Alors, avez-vous écouté l'audition du barreau quand ils sont venus ici? Non. OK. Le barreau nous a dit que ça se faisait pas. Alors, je comprends que vous êtes en désaccord avec le barreau. Bien, la question n'est pas être en désaccord ou à être en accord. Vous savez, vous êtes membre du barreau. On va essayer 6 avocats autour d'une table, on va poser une question, puis on risque d'avoir 6 réponses différentes. Alors, évidemment, mes collègues du barreau ont leur position. J'ai ma position. Et chaque position, à mon avis, se défend. Au niveau là, du français, vous êtes d'accord pour le fait qu'on peut s'imposer des conditions en matière de connaissance du français? Vous dites, par contre, avant l'émission du CSQ. Parce que pour la société québécoise, c'est important que les gens puissent être intégrés, parler en français, travailler en français. C'est important pour vous? Absolument. Ça l'a toujours été. OK. Dans l'éventualité où le fédéral ferait en sorte d'imposer des conditions grevant, comme on le souhaite, en fait, comme je réintroduis l'article, je ne présume pas de ce que l'Assemblée va décider, mais supposons que l'article est adopté, puis que le fédéral adoptait une réglementation miroir pour nous permettre de faire en sorte d'imposer une évaluation du français, puis d'en faire une condition à la résidence permanente. Ça, on pourrait faire ça si le fédéral est d'accord. Le fédéral est d'accord, oui. OK. Donc, ça requiert que le fédéral accepte notre proposition de faire en sorte que la résidence permanente qui est accordée par le fédéral suite à l'obtention d'un CSQ pour le gouvernement du Québec, que ce soit conditionnel à la connaissance du français, si on pourrait le faire. À mon avis, il n'y a rien qui pourrait l'empêcher. Okay. Maintenant, ça demeure politique. Ça demeure politique. C'est sur une autre patinoire que la mienne. Je suis d'accord avec vous. C'est la même chose pour l'évaluation de connaissance des valeurs québécoises aussi. C'est la même chose. Donc, si le fédéral est d'accord, on pourrait mettre en place une évaluation de connaissance des valeurs québécoises et il faut qu'ils modifient leur réglementation pour permettre au Québec, dans le cadre, dans le fond, des résidents permanents, pour que la condition grevant la résidence permanente, suite à l'émission du CSQ, puisse être faite. Oui, évidemment, et là, je fais une parenthèse ici, M. le ministre, si vous permettez, il faudrait que tout ça soit évidemment conforme aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, si évidemment on considère qu'il y a une atteinte aux droits garantis par la Charte, alors je vois mal comment, d'une part, on pourrait aller de l'avant avec cette disposition et comment le fédéral pourrait permettre cette disposition-là. Ceci étant dit, je pense qu'il faut aller aussi un peu plus loin, parce que lorsqu'on veut imposer des conditions, il faut voir les conséquences si, évidemment, les conditions ne sont pas respectées. Je vois mal comment on pourrait arriver à expulser des gens, parce que si, effectivement, l'objectif du gouvernement est d'imposer des conditions à la résidence permanente, si on ne rencontre pas les conditions, c'est qu'on perd la résidence permanente et donc, il y a une mesure d'expulsion qui est prise et on est expulsé. J'ai de la difficulté à penser que le gouvernement accepterait de faire en sorte que des gens qui n'ont pas réussi un test de langue ou un test de valeurs québécoises deviendraient des sans-statut et qui devraient être expulsés du Canada ou du Québec. Je faisais dans ma déclaration initiale, je vous mentionnais que le gouvernement canadien impose des tests de langue et des tests de valeurs canadiennes pour l'obtention de la citoyenneté canadienne. Si la personne, le candidat à la citoyenneté canadienne, échoue ces tests, il ne perd pas de statut. Il n'en gagne tout simplement pas un. Il ne devient pas citoyen canadien, mais il demeure résident permanent, donc il n'y a pas d'expulsion possible. Je pense que c'est important de faire la parenthèse. Je suis d'accord avec vous sur cette nuance-là. Puis, pour l'examen de citoyenneté, c'est connaissance français-anglais, puis en plus de l'examen de connaissance de valeurs canadiennes. Okay? Dans votre expérience là, en droit de l'immigration, là, ça arrive que le fédéral lui-même retire la résidence permanente à certaines personnes qui ont commis un crime ou qui sont à l'étranger pendant X nombre d'années?
Non, c'est pas le fédéral qui retire le statut. En fait, on parle d'une perte de résidence permanente et c'est fait par le tribunal. C'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui, après audition, peut déterminer qu'il y a perte de résidence permanente pour quelqu'un, effectivement, qui a commis une infraction criminelle, soit au Canada, soit à l'étranger, qu'une personne n'a pas rempli les conditions de la résidence permanente, c'est-à-dire de demeurer sur le territoire canadien pendant une période quinquennale, donc de 2 ans sur une période de 5 ans, ou pour fausse déclaration. Tout comme pour un réfugié, une personne qui a été reconnue comme réfugié, si on veut lui faire perdre ce statut, donc pas lui retirer, mais qu'il y ait une perte du statut, c'est le tribunal aussi qui a compétence pour trancher cette question-là, c'est pas le gouvernement fédéral. C'est le tribunal qui a compétence, je suis d'accord avec vous. Cela étant dit, le tribunal a compétence sur la perte de statut lorsqu'il statue qu'il y a une perte. En fait, les conditions de la loi qui a été votée par le Parlement fédéral ne sont pas remplies. Donc, c'est pas le gouvernement qui dit « je retire le statut de résident permanent », c'est le tribunal, on s'entend, mais le tribunal le fait en vertu de la loi qui a été votée par le Parlement fédéral. Les dispositions, entre autres, quand on parle de perte de résidence pour criminalité. Si on parle d'un résident permanent, évidemment, c'est l'article 36 de la loi qui s'applique, c'est grande criminalité. Et il faut avoir été reconnu coupable, évidemment, d'une infraction au Canada ou à l'étranger, qui est punissable d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans, pour laquelle on a reçu une sentence d'emprisonnement de 6 mois et plus. Alors, si on constate, si le tribunal constate que, effectivement, la personne n'est pas citoyenne canadienne et a été déclarée coupable pour une telle infraction, le tribunal va effectivement conclure qu'il y a perte de la résidence et mesure d'expulsion sera prononcée. Dans certains cas, le résident permanent aura un droit d'appel devant la section d'appel de l'immigration où il pourra invoquer les motifs d'ordre humanitaire. Il y a tout le processus judiciaire qui son cours. Même chose pour la personne qui n'a pas été présente sur le territoire canadien pendant un certain temps. Devant la section d'appel de l'immigration. Il y a un droit d'appel, mais ultimement, il peut y avoir une perte de statut. Alors, le fédéral lui-même, dans sa législation, prévoit qu'il est possible de perdre sa résidence permanente sous certaines conditions qui sont évaluées par le tribunal en fonction de la loi qui a été validement adoptée par le Parlement fédéral. OK. Sur les 3700 dossiers, les gens qui ont fait leur demande ici alors qu'ils étaient physiquement sur le territoire québécois, à ce jour, on ne peut pas identifier précisément le nombre de personnes qui sont sur le territoire québécois. On sait qu'il y a environ 3700 demandeurs principaux qui ont fait leur demande. Ils étaient sur le territoire québécois à l'époque. Ça peut représenter jusqu'à 5500 personnes qui sont sur le territoire québécois. Moi, ce que je dis, c'est qu'on souhaite que ces gens-là, qui sont sur le territoire québécois, on les invite en priorité dans le système ARIMA. Parce que s'ils occupent un emploi, répondent aux besoins du marché du travail, ils sont présents. Parce que eux, quand ils ont fait leur demande, puis encore aujourd'hui, ils sont avec un statut temporaire. Un permis de travail, généralement, ou un permis d'études qui a été délivré par le gouvernement fédéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on travaille à faire en sorte qu'ils soient invités prioritairement à demeurer au Québec, ces gens-là? Pas invités, traités. Traités. Leur dossier a été déposé. Je crois que ça serait inacceptable de leur demander de recommencer à neuf. Je pense qu'ils devraient justement recevoir un traitement de faveur, à la limite. Mais on doit les prioriser, mais pas les inviter. On ne doit pas fermer leur dossier et leur demander de recommencer à zéro. Si on leur demande de recommencer à zéro pour l'obtention du certificat de sélection du Québec, vous savez, par la suite, ils devront soumettre leur demande à Sydney pour obtenir la résidence permanente. Et on connaît les délais du côté de fédéral. Alors, je pense que ces gens-là ont assez attendu. Donc, une priorité pour ces candidats. Absolument. Dans votre mémoire, vous dites ces personnes-là ont acheté des maisons. Dans certains cas, les enfants sont à l'école, tout ça. Je suis très sensible à cette situation-là, surtout s'ils sont en emploi aussi présentement, qui répondent à un besoin du marché du travail, parce que ce qu'on fait avec le projet de loi 9, justement, on veut réformer pour faire en sorte que maintenant, il y ait une adéquation entre le profil du candidat puis les offres d'emploi qu'on a disponibles, pour qu'il y ait un maillage entre les deux. Ça, Et je suis pas contre, vous l'avez vu dans mon mémoire, je suis pas contre non plus ce principe. Les gens là, qui étaient dans cette situation-là, les 3700, là, on enlève le projet de loi 9. Je ne l'ai jamais déposé, supposons. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là seraient demeurées au Québec. Parce que s'ils ne répondaient pas au programme régulier de travailleurs qualifiés, s'ils ne passaient pas dans la grille de sélection, il y a certains dossiers qui auraient été rejetés.
C'est sûr qu'on peut, à partir du moment où on n'a pas évalué les dossiers, comme pour l'ensemble des 18 000, le même raisonnement s'applique. Ce n'est pas parce qu'on soumet une demande que automatiquement cette demande-là va être acceptée. Toutefois, d'expérience, parce que bon, ça fait quand même bientôt 27 ans que je travaille dans le domaine, lorsqu'on soumet une demande, lorsqu'on soumet un dossier, bien, il y a une évaluation préliminaire qui est faite. Alors, si j'invite un candidat à soumettre une demande dans la catégorie du travailleur qualifié pour le Québec, c'est que j'ai bon espoir qu'il remplit les critères et qu'il va être accepté. S'il est en deçà du seuil minimal de pointage, je ne l'invite pas. S'il y a une problématique au niveau de ses compétences en français, je ne l'invite pas à soumettre une demande. Ça ne veut pas dire qu'il n'en soumettra pas une par lui-même. Mais j'ose espérer que si on a soumis une demande, c'est qu'on considère qu'on va remplir les conditions. Maintenant, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, après X nombre d'années, ont changé leur plan? Peut-être. Il y en a probablement qui ont décidé de soumettre une demande dans une autre province canadienne. Peut-être que certains ont décidé de soumettre une demande d'immigration pour un autre pays. C'est possible, mais tant qu'on n'a pas évalué ces dossiers-là, on ne peut pas le savoir. OK. Mais c'est pas tout le monde qui a déposé une demande qui est allé voir un avocat ou un consultant en immigration avant de déposer une demande. C'est sûr. Puis même encore là, même s'il consulte un membre du barreau ou un consultant en immigration, le ministère traite sa demande, puis parfois, c'est pas parce qu'on a le OK de quelqu'un que c'est nécessairement le traitement qui va être fait par le ministère de l'Immigration. Il y a la grille, puis tout ça, puis chaque dossier est analysé individuellement, puis on se retrouve avec une analyse objective qui est faite du dossier. Que ce n'est pas parce qu'un avocat vous conseille quelque chose que inévitablement ça va tenir la route. On a vu récemment avec l'injonction à la Cour supérieure. Je comprends. Et d'ailleurs, c'est une injonction interlocutoire provisoire. Oui. Et j'ai entendu dire aussi, au début de votre intervention, vous mettez 6 membres du barreau autour de la même table, vous allez avoir 6 réponses différentes. Je maintiens cette déclaration. OK. Je vous dirais que je pourrais la seconder parfois. Vous nous invitez à la fin de votre mémoire à rapatrier toutes les compétences en matière d'immigration pour le gouvernement du Québec. Absolument. Moi, je vous dirais, je suis très en accord avec ça. Notamment,